je vais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé à ma femme et à moi dans les montagnes du nord de l'Oregon. Quelque chose qui nous a changé d'une manière que nous essayons encore de comprendre, même aujourd'hui, 15 ans plus tard. Je m'appelle Marcus et en 2003, j'avais 32 ans. Je travaillais comme ambulancier pour le service d'urgence du comté. Ma femme, Elena, avait 29 ans et elle était chirurgienne vétérinaire dans une grande clinique spécialisée dans les chevaux et le bétail. On s'est rencontrés lors d'un appel d'urgence quand l'étalon primé d'un fermier s'était empêtré dans du fil de fer barbelé. J'étais arrivé le premier sur les lieux. Juste avant elle, il y avait quelque chose dans notre façon de collaborer, presque sans un mot, qui nous a marqués. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous avions cette propriété dans la chaîne des Cascades, à environ 65 km de la première vraie ville, un endroit appelé Timber Falls, qui se résumait à peine à une station-service, un petit restaurant et une épicerie générale. La propriété avait appartenu au grand-père d'Elena, un bûcheron qui avait travaillé toute sa vie dans ces montagnes jusqu'à ce que ses genoux le lâchent. Il y avait construit une petite maison, rien d'extraordinaire, juste 2 chambres et un poêle à bois. Mais elle se trouvait sur 8 hectares de forêt dense avec un ruisseau qui traversait la partie inférieure du terrain. À sa mort, Elena en a hérité et nous avons commencé à l'utiliser comme notre refuge. Le trajet durait près de 3 heures depuis Portland, où nous vivions et travaillions. Mais une fois sur place, on avait l'impression de remonter 100 ans en arrière. Pas de réseau, pas d'internet, juste le bruit du vent dans les sapins de Douglas et, de temps en temps, le cri d'un corbeau depuis la canopée. En 2003, cela faisait environ 3 ans que nous essayions de fonder une famille. Elena avait fait 2 fausses couches et la deuxième avait été particulièrement difficile pour elle, assez tard pour que nous ayons déjà commencé à penser à des prénoms et à peindre ce qui aurait dû être la chambre du bébé. Après ça, nous avions fait une pause, sans que ni l'un ni l'autre ne le dise à voix haute. Nous avions simplement cessé d'en parler, d'annoter le calendrier, d'espérer si fort. Le silence qui entourait ce sujet a fini par remplir notre appartement en ville au point de devenir suffocant. C'est pourquoi, quand Elena a suggéré que nous prenions 1 mois de congé, tous les 2 en même temps, ce que nous n'avions jamais fait pour le passer à la maison de montagne, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais accumulé des jours de vacances, elle pouvait prendre un congé sans solde de la clinique et nous avions désespérément besoin de nous souvenir de qui nous étions avant tous les rendez-vous, les médicaments et cette déception silencieuse. Nous sommes montés un vendredi de fin septembre quand l'air avait cette première morsure de l'automne et que les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur. Les trembles le long de la route brillaient d'un jaune éclatant contre le vert sombre des conifères. Nous nous sommes arrêtés à Timber Falls pour faire des provisions. Et la femme de l'épicerie générale, une dame âgée nommée Beth qui était là depuis toujours, nous a jeté ce regard que les gens du coin réservent aux citadins, comme si on était des touristes déguisés en randonneurs avec nos chaussures de marche et nos vestes polaires. Elle nous a prévenus qu'il y avait eu une première neige en altitude, que les routes pouvaient devenir piégeuses et que nous devions nous assurer d'avoir beaucoup de bois de chauffage. Nous l'avons remerciée, avons fait le plein de conserves et de propane et avons continué sur la route forestière sinueuse jusqu'à la maison. La première semaine s'est écoulée tranquillement, presque trop tranquillement. Nous avons trouvé un rythme facile, nous levant avec le soleil, préparant le café dans la vieille cafetière à percolation, faisant de longues promenades sur la propriété. Elena avait apporté son appareil photo et passait des heures à photographier les champignons et les motifs de mousse sur les arbres. Je coupais du bois, je réparais la gouttière qui fuyait sur le côté est de la maison et je lisais une pile de polars de poche que je voulais lire depuis des années. Le soir, nous préparions des repas simples, jouions aux cartes à la lueur de la lanterne et parlions de choses qui n'avaient rien à voir avec les bébés ou le travail. Juste de petites choses, des souvenirs d'enfance, des projets pour rénover la maison, la question de savoir si nous devions planter un potager au printemps suivant.
C'était comme si nous dénouions lentement des nœuds qui étaient restés trop serrés pendant trop longtemps. Mais avec le recul, il y avait des signes que nous n'étions pas aussi seuls que nous le pensions là-haut. Le 4e ou 5e jour, j'ai remarqué que la poubelle que nous gardions derrière la maison avait été renversée. Pas juste basculée, mais complètement retournée, le couvercle à 6 mètres de là. Le contenu était éparpillé, mais pas de la façon dont un ours l'aurait fait. Tout semblait simplement déversé, plutôt que déchiré et mangé. J'en ai parlé à Elena, et elle a suggéré que c'était peut-être des ratons laveurs, bien que sa voix manquât d'assurance. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec les fenêtres entr'ouvertes pour aérer, j'ai entendu quelque chose de lourd marcher dans les broussailles du côté nord de la maison. Pas les pas légers et rapides d'un cerf, mais plus lents, plus lourds, avec des pauses plus longues entre chaque pas. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai rien vu dans l'obscurité. Quand j'en ai parlé à Elena le matin, elle a dit qu'elle l'avait entendu aussi, mais n'avait pas voulu m'inquiéter. Nous en avons ri nerveusement et avons décidé que c'était probablement juste notre imagination qui s'emballait dans le silence. Le son est survenu le 10e jour, juste au crépuscule. Nous avions passé l'après-midi à descendre jusqu'au ruisseau, en suivant l'eau sur quelques kilomètres jusqu'à un endroit profond où le grand-père d'Elena avait autrefois élevé des truites. L'eau était froide et claire, coulant rapidement à cause de la fonte précoce des neiges en amont. Nous nous sommes assis sur les rochers et avons regardé la lumière changer alors que le soleil passait derrière la crête. Elena semblait plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois. Son visage doux, ses épaules relâchées. Nous nous tenions la main sans rien dire, juste là, ensemble. C'est alors que nous l'avons entendu. Un son que je n'ai pas pu identifier au début, à mi-chemin entre un cri humain et un beuglement animal, mais avec une qualité qui m'a fait hérisser les poils sur les bras. Il a résonné contre les rochers et à travers les arbres, et même s'il semblait venir de plus haut, vers l'ouest, l'écho rendait sa localisation exacte difficile à déterminer. Tout le corps d'Elena s'est raidi. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, et j'y ai vu ma propre confusion. « C'est une personne, dit-elle, la voix tendue. Quelqu'un est blessé. » Ma formation a pris le dessus immédiatement, ce déclic qui s'enclenche quand on entend un appel ou qu'on arrive sur un lieu d'accident. J'étais déjà sur pied, mon esprit passant en revue ce que nous avions à la maison. Trousse de premiers secours, matériel de traumatologie, la radio qui fonctionnait à peine, mais qui pourrait peut-être joindre quelqu'un avec un peu de chance. Le son est revenu, plus long cette fois, plus traînant et venant définitivement d'en haut. Nous avons commencé à bouger, pas en courant, mais en marchant vite, en suivant la direction générale. La lumière baissait rapidement et la température chutait. Si quelqu'un était blessé ici, l'hypothermie serait un réel danger en quelques heures. Nous avons grimpé à travers les sous-bois, écartant les branches et enjambant les troncs d'arbres tombés. Le sol de la forêt était couvert d'une épaisse couche d'aiguilles et de mousse qui étouffait nos pas. Mon cœur battait la chamade, en partie à cause de l'effort, en partie à cause de l'adrénaline. Elena était juste derrière moi, sa respiration régulière mais rapide. Le son est venu une 3e fois, et cette fois, il était proche, peut-être à 50 mètres. Il y avait quelque chose d'anormal dans ce cri, quelque chose que mon cerveau essayait de signaler, mais j'ai repoussé cette pensée. Quelqu'un avait besoin d'aide, c'était tout ce qui comptait. Nous avons contourné un bosquet de cèdres et sommes arrivés dans une petite clairière. C'est là que nous l'avons vue. Je vais essayer de décrire ce que j'ai vu, même si j'ai encore du mal à faire correspondre les mots aux souvenirs. Elle était allongée sur le côté contre un gros rocher, un bras drapé sur son ventre gonflé, l'autre main agrippant la mousse à côté d'elle. Elle était couverte d'un poil épais, brun-roux, plus foncé par endroits, plus clair à d'autres, emmêlé de sueur et de terre.
Elle était immense, mesurant au moins 2,10 m, même recroquevillée comme elle l'était, avec des épaules plus larges que n'importe quel humain que j'ai jamais vu. Son visage, et j'ai du mal avec cette partie, son visage était presque humain, mais pas tout à fait. Les proportions étaient fausses, l'arcade sourcilière plus lourde, le nez plus plat, la mâchoire plus prononcée. Mais ses yeux, quand ils se sont fixés sur nous, étaient complètement, indubitablement conscients. Ils étaient marron foncé, presque noirs, et remplis de douleur, de peur et d'une sorte d'intelligence désespérée qui m'a glacé sur place. Il y avait du sang, beaucoup de sang, qui formait une flaque sur le sol sous elle et qui maculait le rocher. L'odeur m'a alors frappé. Une forte odeur musquée mélangée à l'odeur métallique du sang et à autre chose. Quelque chose de sauvage et d'animal. Mais aussi d'étrangement familier, comme l'odeur d'une femme en train d'accoucher, cette combinaison particulière de sueur, d'effort et d'urgence biologique. Sa respiration était laborieuse, des halètements rauques qui faisaient frissonner tout son corps. Alors que nous restions là, elle a émis un son bas dans sa gorge, presque un grognement. Mais sa main s'est déplacée de manière protectrice sur son ventre, et j'ai immédiatement compris ce qui se passait. Elle était en train d'accoucher et quelque chose tournait très mal. Elena a bougé avant moi. Elle s'est avancée lentement, les mains visibles et ouvertes, faisant de doux « chut » comme elle le ferait avec un cheval effrayé. « Hé, doucement » dit-elle à voix basse. « Tout va bien, on va vous aider. Je sais que vous avez peur, mais on va vous aider. » La créature, la femme, je ne savais pas comment l'appeler, observait Elena avec ses yeux incroyablement humains. Ses lèvres se sont légèrement retroussées, montrant des dents larges et fortes, mais pas particulièrement pointues. Plus comme des dents humaines, mais en plus grosses, conçues pour broyer plutôt que pour déchirer. Elle a fait un autre son, cette fois plus comme un gémissement, et sa main s'est légèrement détendue sur son ventre. Elena m'a jeté un regard, et j'ai vu le masque professionnel se mettre en place sur son visage, le même regard qu'elle avait face à un animal difficile à la clinique. Calme, concentré, en pleine évaluation. « Marcus », dit-elle sans quitter la créature des yeux, « il faut que tu retournes à la maison chercher ma trousse médicale, la grande dans le camion, et que tu apportes des serviettes, de l'eau propre, tout ce qu'on a de stérile, et une bâche ou une couverture, quelque chose pour la garder au chaud. Fais vite, mais quand tu reviens, approche-toi lentement et fais du bruit pour qu'elle sache que tu arrives, d'accord ?» J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir, et je suis parti en courant. Mon esprit tournait à plein régime tandis que je fonçais à travers la forêt. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Qu'était-ce que cette chose? La partie rationnelle de mon cerveau voulait la catégoriser, la faire entrer dans une case connue, mais rien ne correspondait. J'avais vu des ours, des pumas. J'avais répondu à des appels impliquant des attaques d'animaux sauvages, mais c'était tout autre chose. La façon dont elle nous regardait, dont elle se tenait, l'intelligence visible dans son expression. C'était une personne, ou assez proche pour que la distinction ne semble pas avoir d'importance à ce moment-là. Je suis entré en trombe dans la maison et j'ai attrapé tout ce qui me passait par la tête. La trousse vétérinaire d'Elena était une lourde caisse à outils remplie de matériel, gants chirurgicaux, pinces, sutures, antiseptiques, analgésiques pour animaux mais adaptables. J'ai pris des serviettes dans la salle de bain, rempli une grande marmite d'eau de la pompe, y ai jeté un briquet pour la faire bouillir si besoin et j'ai attrapé la couverture en laine de notre lit. J'étais en train de tout fourrer dans un sac à dos quand je me suis arrêté, les mains tremblantes. C'était de la folie. Ce que nous allions faire était complètement insensé, mais l'alternative était de la laisser mourir là et ça je ne pouvais pas le faire. Ni en tant qu'ambulancier, ni en tant qu'être humain, ni en tant que personne qui avait perdu 2 enfants potentiels et qui comprenait au moins un peu ce que signifiait se battre pour une vie qui n'avait même pas encore commencé.
Je suis retourné à la clairière en un temps qui m'a semblé record, même si je me suis forcé à ralentir en approchant et à appeler doucement pour qu'elle m'entende arriver. Elena était maintenant agenouillée à côté de la créature, ne la touchant pas mais proche, lui parlant de cette voix basse et apaisante. La respiration de la créature s'était aggravée, plus rauque, et je pouvais voir son abdomen se contracter visiblement sous ses mains. Elena a levé les yeux vers moi quand j'ai posé le matériel, le visage pâle mais déterminé. « Ça va être difficile », dit-elle doucement. J'ai déjà fait des mises bas compliquées, des chevaux surtout, mais je n'ai jamais... Elle a fait un geste impuissant vers la créature. Je ne connais pas son anatomie. Je ne sais pas ce qui est normal. Je vais devoir deviner et espérer ne pas aggraver les choses. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai commencé à sortir le matériel. « Tu vas y arriver », ai-je dit, en essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. « Tu es la meilleure dans ce que tu fais et je suis là pour t'aider. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. » L'heure qui a suivi a été un tourbillon de sang, d'efforts et de sons que je n'avais jamais entendus auparavant et que j'espère ne plus jamais entendre. La créature, que j'ai commencé à considérer comme une mère parce que c'est ce qu'elle était, semblait comprendre que nous essayions de l'aider. Elle ne s'est pas débattue, bien qu'il y ait eu des moments où la douleur la faisait crier et où ses muscles se tendaient comme si elle allait nous frapper. Sa main, lorsqu'elle a accidentellement frôlé mon bras, était incroyablement forte, les doigts épais et puissants, mais elle s'est retirée immédiatement en réalisant qu'elle m'avait touché, comme si elle essayait d'être prudente. Elena travaillait avec des mains sûres, vérifiant la dilatation, essayant de déterminer la position du bébé tout en travaillant essentiellement à l'aveugle. L'anatomie de la mère était similaire à celle d'une humaine, mais différente de manière à compliquer les choses. Les os étaient plus épais, les muscles plus denses, tout était simplement plus grand et agencé légèrement différemment. Le bébé est arrivé soudainement, trop soudainement. Un instant, il n'y avait que la mère qui poussait et criait, et l'instant d'après, Elena attrapait quelque chose de petit, de mouillé, et couvert d'une légère couche de fourrure sombre. Le bébé était peut-être de la taille d'un nourrisson humain, mais avec des membres plus longs et un visage qui se situait quelque part entre l'humain et autre chose, quelque chose de plus ancien. Pendant un terrible moment, il n'a pas bougé, n'a pas respiré, et j'ai vu le visage d'Elena devenir blanc. Puis elle l'a retourné, a dégagé ses voies respiratoires avec ses doigts et lui a frotté vigoureusement la poitrine. Le bébé a toussé, crachoté et a poussé un faible cri plaintif qui sonnait presque humain, mais avec une étrange qualité, plus profonde dans la poitrine, plus résonante. La mère a fait un son que je ne peux décrire que comme un sanglot, tendant une main tremblante vers le bébé. Elena l'a rapidement enveloppé dans une serviette et l'a tenu près de sa poitrine, le gardant au chaud pendant que je reportais mon attention sur la mère. C'est là que les choses ont empiré. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. En fait, elle s'intensifiait, imbibant les serviettes que nous avions placées sous elle. J'ai essayé tout ce que je connaissais de ma formation d'ambulancier, massage utérin, compression, essayer de forcer son corps à se contracter pour arrêter l'hémorragie, mais rien ne fonctionnait. Sa respiration est devenue plus superficielle, ses yeux ont commencé à perdre leur concentration et j'ai su que nous étions en train de la perdre. Elena était à côté de moi maintenant, le bébé toujours serré contre sa poitrine d'un bras, son autre main sur le visage de la mère, lui parlant, lui disant qu'elle avait été si courageuse, que son bébé était vivant et en bonne santé. Les yeux de la mère ont trouvé le visage d'Elena, s'y sont attardés un instant, puis ont dérivé vers le paquet dans les bras d'Elena. Elle a fait un son doux, presque un roucoulement, et sa main s'est légèrement soulevée, tremblante, les doigts s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait toucher son enfant mais ne pouvait pas tout à fait l'atteindre. Puis sa main est retombée au sol. Sa poitrine s'est soulevée une dernière fois et elle est devenue immobile. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par les doux gémissements du bébé et les pleurs discrets d'Elena. Je me suis rassis sur mes talons, les mains couvertes de sang,
et j'ai senti une vague d'épuisement et de chagrin m'envahir. Nous avions sauvé le bébé, mais nous avions perdu la mère. Et même si je ne l'avais jamais vue avant il y a 1 heure, même si je ne savais pas ce qu'elle était, ni d'où elle venait, j'ai ressenti le poids de cette perte comme si c'était un patient que j'avais perdu lors d'une intervention. Elena se balançait légèrement, tenant le bébé près d'elle, des larmes coulant sur son visage. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu la question dans son regard avant qu'elle ne la pose. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-elle murmuré. « On ne peut pas la laisser ici et on ne peut pas simplement emmener le bébé loin de là d'où il vient, de ceux qui pourraient le chercher. » J'ai regardé autour de la clairière, soudain conscient de notre vulnérabilité. Le soleil s'était couché pendant que nous travaillions, et la forêt était devenue sombre, à l'exception de la faible lueur du crépuscule dans le ciel. Occidental, la température avait considérablement chuté, et je pouvais voir mon souffle. « Il faut qu'on bouge », ai-je dit en me levant lentement, mes jambes tremblant à cause de l'adrénaline et de l'épuisement. « Il faut qu'on se mette en sécurité, qu'on réfléchisse. On pourra revenir pour elle demain matin, l'enterrer convenablement, mais pour l'instant, il faut mettre le bébé au chaud et comprendre à quoi on a affaire. » Elena a hoché la tête, serrant toujours le bébé qui s'était calmé contre sa poitrine, son petit visage pressé contre la serviette, ses petites mains agrippant le tissu avec une force surprenante. Nous avons rassemblé ce que nous pouvions transporter, laissant le reste du matériel sur place, et nous sommes retournés vers la maison à travers la forêt qui s'assombrissait. Le chemin du retour m'a paru plus long qu'à l'aller. Chaque ombre semblait bouger, chaque son me faisait sursauter. Je m'attendais à tout moment à voir quelque chose sortir en trombe des arbres, quelque chose à la recherche de la mère et du bébé, mais rien n'est venu. Le bébé faisait de doux grognements contre la poitrine d'Elena, et elle lui parlait constamment, lui disant que tout irait bien, qu'il était en sécurité, que nous prendrions soin de lui. Quand nous avons enfin vu les lumières de la maison à travers les arbres, j'ai ressenti un soulagement si fort que j'ai failli trébucher. Nous sommes entrés, avons verrouillé la porte derrière nous et sommes restés là un moment, respirant bruyamment, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Elena a porté le bébé jusqu'au canapé et l'a déposé doucement sur une pile de couverture. À la lumière de la lampe, nous pouvions le voir plus clairement. C'était un garçon, ai-je réalisé après une rapide vérification. Il avait une couverture de poils fins et sombres sur tout le corps, plus épaisse sur la tête et le dos, plus fine sur le ventre et les paumes. Son visage était étrange mais pas laid. Les traits presque humains mais compressés, le nez plus plat, l'arcade sourcilière légèrement plus proéminente, les oreilles placées un peu plus haut et plus rondes que celles d'un bébé humain. Ses yeux, quand ils se sont ouverts, étaient sombres et alertes, suivant les mouvements avec une concentration qui semblait avancer pour un nouveau-né. Ses mains étaient plus grandes que celles d'un nourrisson humain, avec des doigts épais et des ongles plats. Il était chaud au toucher, plus chaud qu'un bébé humain ne devrait l'être, et son rythme cardiaque, quand je l'ai vérifié, était rapide, mais fort. Nous avons passé les heures suivantes dans un état de panique contrôlé, essayant de comprendre ce dont il avait besoin. Elena a préparé un lait maternisé avec du lait en poudre et un peu de sucre, le réchauffant sur le poêle et le testant sur son poignet comme on le ferait pour un bébé humain. Il a tout de suite pris le biberon, tétant avec une force qui nous a surpris, ses petites mains s'enroulant autour des doigts d'Elena pendant qu'il buvait. Il a fini tout le biberon et a fait un petit grognement satisfait après, ses yeux se fermant. Elena l'a tenu contre son épaule, lui tapotant doucement le dos, jusqu'à ce qu'il fasse un rot, un son très humain qui nous a fait rire un peu hystériquement. Elle m'a regardé par-dessus sa tête, le visage strié de larmes séchées et de terre, et a dit « Marcus, je crois qu'on doit le garder. Je sais ce que ça implique. Je sais ce qu'on s'apprête à faire, mais on ne peut appeler personne. On ne peut pas le livrer. Tu sais ce qui arriverait.
Il finirait dans un laboratoire, étudié, disséqué, et ne connaîtrait probablement jamais la moindre once de gentillesse. Et sa mère, elle nous a fait confiance, elle nous a laissé l'aider, je crois que ça veut dire quelque chose. Je me suis assis lourdement dans le fauteuil en face d'elle, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'elle disait avait du sens, mais cela signifiait aussi que nous nous engagions dans quelque chose que nous ne pouvions absolument pas comprendre ou préparer. Nous allions mentir à tout le monde, cacher cet enfant, l'élever en secret, et pour combien de temps? Qu'arriverait-il quand il grandirait? Resterait-il de type humain ou deviendrait-il quelque chose de plus animal? Qu'allaient faire les autres de son espèce quand ils réaliseraient que nous l'avions? 1000 questions se sont bousculées dans ma tête, mais quand j'ai regardé Elena le tenant, la façon dont elle contemplait son étrange petit visage, avec une sorte d'émerveillement, une sorte d'amour, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. D'accord, ai-je dit doucement. D'accord, on le garde. On improvisera au fur et à mesure. Mais on le fait ensemble. Pas de secret entre nous, pas de doute. On est dedans à fond ou pas du tout. Le visage d'Elena s'est illuminé d'un sourire. Le premier vrai sourire que je voyais chez elle depuis des mois. Et elle a hoché la tête. Ensemble, a-t-elle dit. Cette première nuit, nous avons à peine dormi. Le bébé, nous ne pouvions pas continuer à l'appeler comme ça, mais nous ne savions pas comment l'appeler d'autre, se réveiller toutes les 2 ou 3 heures pour manger. Il était fort, beaucoup plus fort qu'un nouveau-né humain ne devrait l'être, donnant des coups de pied et agitant les bras avec une coordination qui semblait avancée. Au matin, il avait réussi à se retourner tout seul, chose que les bébés humains ne peuvent généralement pas faire avant des mois. Nous nous sommes relayés pour le tenir, le nourrir, changer les couches improvisées que nous avions fabriquées avec des serviettes, apprenant ses sons et ce qu'ils signifiaient. Il avait toute une gamme de vocalisations, de doux grognements quand il était content, des aboiements plus vifs quand il était frustré, un cri plaintif quand il avait faim, et cet étrange bourdonnement qu'il faisait en s'endormant, une vibration basse dans sa poitrine que l'on pouvait sentir en le tenant près de soi. Au lever du soleil, j'ai dit à Elena que je devais retourner à la clairière pour m'occuper du corps de la mère. Elle voulait venir avec moi, mais quelqu'un devait rester avec le bébé, et il semblait plus calme avec elle. J'ai pris une pelle dans la cabane, et j'ai refait notre chemin à travers la forêt. À la lumière du jour, la clairière semblait différente, plus petite, moins menaçante. Le corps de la mère était là où nous l'avions laissé, commençant déjà à se raidir dans l'air frais du matin. Le sang avait séché en une couleur brun foncé, attirant les mouches. Je suis resté là un long moment, la regardant, cette créature qui nous avait confié son enfant et sa mort, et j'ai ressenti un sentiment écrasant de responsabilité. Je ne pouvais pas l'enterrer là, dans la clairière, c'était trop exposé, trop probable qu'un randonneur trouve l'endroit et commence à poser des questions. Je devais la déplacer dans un endroit plus caché où elle pourrait reposer en paix. Cela m'a pris la majeure partie de la matinée. J'ai trouvé un endroit plus profond dans la forêt, près de la base d'un vieux cèdre où le sol était plus meuble et partiellement caché par des troncs d'arbres tombés. J'ai enveloppé son corps du mieux que j'ai pu dans la bâche, de nouveau surpris par sa taille et son poids. Elle devait peser plus de 200 kilos, peut-être même 250. La déplacer a été un travail éreintant et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour me reposer et reprendre mon souffle. Quand je l'ai finalement amenée à l'endroit choisi, j'ai commencé à creuser. Le sol était rempli de racines et de roches et la progression était lente. Le temps que je creuse un trou assez profond, le soleil était haut dans le ciel et mes mains étaient couvertes d'ampoules et saignaient. Je l'ai descendue aussi doucement que possible, les recouverte de terre et empilé des pierres par-dessus pour empêcher les animaux de déranger la tombe. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Je suis resté là, appuyé sur la pelle, et j'ai dit quelques mots. Pas vraiment une prière, juste une reconnaissance qu'elle avait compté, que sa vie et sa mort signifiaient quelque chose, que nous prendrions soin de son fils. Puis je suis retourné à la maison, épuisé, endolori,
et avec le sentiment d'avoir franchi une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Les jours qui ont suivi ont pris un nouveau rythme étrange. Nous avons vite appris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas avec le bébé. Il a rejeté le lait en poudre après le premier jour, pleurant et repoussant le biberon. Alors nous avons essayé de mélanger différentes choses, de la banane écrasée, de la compote de pommes, un peu de viande cuite qu'Elena avait réduite en purée. Cela semblait mieux le satisfaire et nous avons pris l'habitude de le nourrir toutes les quelques heures, avec une combinaison de lait et d'aliments mous. Il grandissait visiblement chaque jour, ses membres s'allongeaient, ses traits devenaient plus définis. À la fin de la première semaine, il était alerte et actif, se retournant facilement, se soulevant sur ses bras, essayant d'attraper tout ce qui était à sa portée. Sa force était remarquable. Il pouvait serrer mon doigt assez fort pour me faire mal, et une fois, alors que je le tenais, il a attrapé mon oreille et a tiré si fort que j'ai poussé un cri de douleur. Elena a ri et a doucement ouvert ses doigts, lui parlant de cette voix apaisante, de la nécessité d'être doux, d'avoir des mains prudentes. Nous avons commencé à l'appeler de différentes manières, petit, mon grand, le bébé, mais rien ne semblait tout à fait juste jusqu'à un soir où il a fait une série de sons qui se rapprochaient de bababa. Et Elena a dit qu'il essayait de dire bébé. À partir de ce moment, nous l'avons appelé Beau, ce qui semblait assez proche de ses propres sons pour qu'il le reconnaisse peut-être, et aussi assez normal pour que, si nous le disions accidentellement devant quelqu'un, cela ne soulève pas de questions. Beau semblait répondre à ce nom, ses yeux suivaient celui qui le prononçait et il émettait un petit gazouillis joyeux que nous interprétions comme une reconnaissance. Nous étions tellement concentrés sur les soins à apporter à Beau qu'il nous a fallu un certain temps pour remarquer les changements qui se produisaient à l'extérieur de la maison. Ça a commencé par de petites choses, des choses que nous aurions pu qualifier de coïncidences. Des outils que j'avais laissés sur le porche étaient déplacés, pas volés, juste changés de position. Un marteau placé sur un chevalet de sciage au lieu d'à côté, un seau déplacé d'un côté des marches à l'autre. La pile de bois de chauffage que j'avais construite contre le mur ouest de la maison a été réarrangée une nuit, les bûches réempilées, selon un motif légèrement différent, plus haut et plus précis que ma pile d'origine. Au début, j'ai pensé que je me souvenais peut-être mal de l'endroit où j'avais laissé les choses, mais ensuite, Elena a commencé à remarquer des choses aussi. Des plantes de son petit jardin d'herbes aromatiques qui avaient été endommagées par le gel étaient couvertes de branches de pin le matin, soigneusement disposées pour créer une couche protectrice. Des empreintes de pas dans la terre meuble près du ruisseau, des empreintes énormes, facilement 2 fois plus grandes que les miennes, avec une longueur de foulée qui semblait impossible. Les bruits ont commencé la 8e nuit. Nous étions assis à la table de la cuisine, Beau endormi dans un panier voisin que nous avions rembourré de couverture, quand nous l'avons entendu. Un coup sec sur le côté de la maison, comme si quelqu'un frappait le bois avec la paume de la main. 3 fois, à intervalles réguliers. Elena et moi nous sommes regardés et j'ai vu ma propre peur se refléter dans ses yeux. Il faisait nuit noire dehors, ce genre d'obscurité de montagne où l'on ne voit pas sa main devant son visage. J'ai attrapé la lampe de poche et je suis allé à la fenêtre, en écartant soigneusement le rideau. Le faisceau a balayé la lisière des arbres, mais n'a rien capté d'autre que des ombres et les yeux réfléchissants d'un petit animal qui s'est enfui. Les coups ont repris, de l'arrière de la maison cette fois, 4 coups rapides successifs. Puis le silence. Nous sommes restés figés à l'écoute. Beau a remué dans son panier mais ne s'est pas réveillé. Les minutes se sont étirées et juste au moment où je pensais que c'était peut-être fini, nous avons entendu des pas sur le toit, des bruits sourds et lourds qui se sont déplacés d'un bout à l'autre, puis se sont arrêtés juste au-dessus de nous. Les vieilles poutres en bois ont grincé sous le poids. Elena a tendu la main sur la table et a serré la mienne, sa paume moite. Ce qui était là-haut est resté peut-être 30 secondes, puis les pas ont recommencé, traversant le toit et ensuite, d'une manière ou d'une autre, descendant le long du mur de la maison.
J'ai entendu le grattement de griffes ou d'ongles contre le bardage en bois, puis plus rien. Nous avons attendu une autre heure, retenant presque notre souffle, avant que je ne me lève enfin pour vérifier toutes les portes et fenêtres, m'assurant que tout était bien verrouillé. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là, nous relayant simplement pour surveiller Beau et écouter la maison s'installer autour de nous. Le lendemain matin, je suis sorti pour chercher des signes de ce qui avait été là. Le sol près de la maison était éraflé par endroits, mais les aiguilles de pin rendaient difficile la distinction d'empreintes claires. Sur le toit, cependant, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, de longues éraflures dans la mousse qui recouvraient les bardeaux, 5 lignes parallèles, comme si quelqu'un avait traîné ses doigts dessus, et une touffe de poils brun-roux accrochée à un clou qui dépassait près de la cheminée. Je l'ai retirée et l'ai apportée à l'intérieur pour la montrer à Elena. C'était rêche et épais, exactement comme les poils qui couvraient la mère de Beau, exactement comme les poils plus clairs et plus fins qui couvraient Beau lui-même. « Ils savent qu'il est ici », dit doucement Elena. « Ils nous observent. Ils essaient de, je ne sais pas, de communiquer peut-être, ou de nous avertir, ou de le réclamer. Je ne sais pas. » La prise de conscience s'est abattue sur nous comme un poids. Nous ne faisions pas que prendre soin de Beau, nous étions observés, jugés, autorisés à le faire, du moins pour l'instant. Le schéma s'est poursuivi au cours des semaines suivantes. Les coups se produisaient presque toutes les nuits, parfois doucement, parfois assez fort pour faire vibrer les fenêtres, toujours de différents côtés de la maison, jamais de manière prévisible. Nous trouvions des arrangements d'objets à l'extérieur, des pierres empilées en cairns soignés, des branches tressées en forme grossière, une fois un lapin mort laissé sur le porche, vidé et nettoyé comme une offrande. Nous n'avons jamais vu qui ou quoi laisser ces choses, mais nous le savions. Parfois, pendant la journée, lorsque nous sortions Beau pour de courtes périodes, en surveillant attentivement la lisière des arbres, j'avais cette sensation, cette conscience picotante d'être observé. Je me retournais brusquement, essayant d'apercevoir quelque chose, mais il n'y avait jamais rien, juste des arbres, des ombres, et le sentiment que quelque chose de grand et d'intelligent nous étudiait depuis l'obscurité. Beau continuait de grandir à un rythme étonnant. Au moment où il a eu 1 mois, selon notre estimation, il était aussi grand et développé qu'un humain de 6 mois, rampant dans la maison avec vitesse et agilité, se hissant sur les meubles, essayant de grimper sur tout ce qui était vertical. Il était curieux de tout, touchant, attrapant, goûtant, apprenant. Il a compris comment ouvrir les placards. Nous avons donc dû mettre des verrous de sécurité pour enfants partout. Il a découvert qu'il pouvait pousser des chaises sur le sol pour atteindre des choses sur les comptoirs. Nous avons donc dû déplacer tout ce qui était dangereux sur des étagères hautes. Il était intelligent, d'une intelligence déconcertante. Il nous observait constamment, étudiant comment nous faisions les choses, puis tentant de nous imiter. Quand je laçais mes bottes, il attrapait les lacets de ses petits mocassins que nous avions fabriqués en cuir souple car les chaussures ne convenaient pas à ses pieds larges, et essayait de copier le mouvement. Quand Elena cuisinait, il s'asseyait dans sa chaise haute et observait chaque étape, ses yeux passant de l'ingrédient à la casserole, puis à la cuillère, avec une concentration intense. La communication s'est développée progressivement. Il avait son propre langage de sons et nous avons appris à les interpréter. Mais nous avons aussi travaillé à lui enseigner le nôtre. Nous pointions des objets et disions leurs noms à plusieurs reprises. Eau, manger, lumière, dehors. Et il essayait de les répéter, bien que sa version soit toujours pâteuse et épaisse, sa bouche n'étant pas tout à fait faite pour la parole humaine. Son premier mot clair fut « ma », adressé à Elena alors qu'elle le nourrissait un après-midi, et elle a fondu en larmes, le serrant fort et répétant « oui, je suis ta maman, je suis ta maman ». Au fil du temps, il a ajouté d'autres mots. Pas, pour moi, manger, non, partir, mal, et une poignée d'autres, peut-être 15 ou 20 mots au total, mais combinés à ses propres sons et à une quantité surprenante de gestes et de langage corporel, nous pouvions comprendre la plupart de ce qu'il voulait communiquer.
J'avais pris un congé supplémentaire et Elena avait officiellement démissionné de la clinique, inventant une histoire sur le désir de se concentrer sur la fondation d'une famille et de suivre une formation en ligne. Nous avons dit à nos amis et à notre famille que nous prenions du temps à la maison de montagne pour travailler sur notre relation et nous recentrer, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. Nous avons juste omis la partie sur le bébé que nous élevions en secret. L'isolement était plus difficile que je ne l'avais prévu. Nous étions habitués à être sociables, à avoir des collègues et des amis, à sortir dîner ou boire un verre. Mais maintenant, chaque interaction avec le monde extérieur était lourde de risques de découverte. Lorsque nous allions à Timber Falls pour les provisions, ce que nous devions faire toutes les 2 semaines environ, nous y allions seuls, laissant Beau avec les portes verrouillées et assez de nourriture et d'eau pour tenir. Bien que nous soyons toujours anxieux pendant tout ce temps, nous dépêchant de faire nos courses et de rentrer au plus vite. Beth, à l'épicerie générale, a commencé à poser des questions, amicales au début, sur la façon dont nous nous installions, si nous comptions rester pour l'hiver, si nous allions bien là-bas, tout seuls. Puis les questions sont devenues plus pointues. Avions-nous entendu des bruits étranges, vu des traces inhabituelles? Savions-nous qu'il y avait eu des rapports de bétail disparus dans des fermes de l'autre côté de la montagne? Nous avons fait les innocents, dit que nous n'avions rien vu ni entendu d'inhabituel, que nous profitions simplement du calme. Et elle hochait la tête en nous jetant de nouveau ce regard, celui qui disait qu'elle ne nous croyait pas tout à fait, mais n'allait pas insister. J'ai toujours eu le sentiment inconfortable qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître, que les gens de ces montagnes avaient leur propre compréhension de ce qui vivait dans la forêt profonde, une compréhension qu'ils ne partageaient pas avec les étrangers. Alors que Beau approchait de ce que nous estimions être ses 3 mois, soit l'équivalent d'un jeune enfant humain, l'activité à l'extérieur s'est intensifiée. Les coups sont devenus plus fréquents et plus variés dans leurs motifs. Parfois, cela durait des heures, créant des rythmes qui ressemblaient presque à de la musique ou à une communication dans une langue que nous ne pouvions pas comprendre. Nous avons trouvé de plus grosses offrandes, une cuisse de cerf laissée sur le porche, encore fraîche, assez de viande pour nous nourrir pendant 1 semaine. Nous avons trouvé notre pile de bois de chauffage reconstituée pendant la nuit, des stères de bois fendus que je n'avais pas coupés, apparaissant comme par magie. C'était comme une sorte d'échange. Nous nous occupions de leurs petits, et en retour, ils subvenaient à nos besoins, nous protégeaient, bien que nous ne sachions pas vraiment de quoi. Un matin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a terrifié, plus que tous les bruits nocturnes, où les offrandes ne l'avaient jamais fait. Je vérifiais le périmètre de la propriété, une habitude que j'avais prise chaque matin, quand j'ai trouvé des traces fraîches dans la boue près du ruisseau. Pas les énormes empreintes que nous avions vues auparavant, mais des empreintes humaines, des empreintes de bottes, de quelqu'un qui était resté là un moment, à en juger par la profondeur des marques. Elle faisait face à la maison, et près d'elle se trouvaient des mégots de cigarettes, 3, fumés jusqu'au filtre. Quelqu'un avait observé notre maison, en fumant et en regardant, et d'après l'angle, il aurait eu une vue dégagée sur le porche arrière, où nous sortions parfois Beau tôt le matin avant que le soleil ne soit trop fort. J'ai suivi les empreintes de bottes aussi loin que j'ai pu. Elles menaient vers la crête à l'est, puis disparaissaient sur un sol rocheux où je ne pouvais plus les suivre. Mais j'ai trouvé autre chose là-haut, une petite clairière qui avait servi de campement, un cercle de pierre pour un feu. Un peu de terre piétinée où une tente ou un sac de couchage avait été posé et gravé dans l'écorce d'un arbre avec un couteau, un dessin grossier d'une grande silhouette aux longs bras et à l'arcade sourcilière proéminente. En dessous, les mots « Je sais ce que vous avez ». Mon estomac s'est noué. Quelqu'un nous avait trouvés, quelqu'un savait pour Beau, et qui que ce soit, il observait depuis assez longtemps pour installer un camp et marquer sa présence. Je suis retourné à la maison en courant, le cœur battant à tout rompre. Elena jouait avec Beau sur le sol, empilant des blocs de bois qu'il renversait immédiatement avec un cri joyeux. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé et son visage a blêmi. « Il faut partir »,
a-t-elle dit immédiatement. Il faut faire nos bagages et partir, trouver un autre endroit, un endroit plus sûr. Mais je savais que cela ne résoudrait pas le problème. Celui qui nous observait pouvait nous suivre, pouvait rapporter ce qu'il avait vu, et de plus, c'était notre propriété, notre maison. Partir signifiait abandonner le seul endroit sûr que nous avions. Nous avons passé le reste de la journée en état d'alerte maximale, gardant Beau à l'intérieur, fermant tous les rideaux, sursautant au moindre bruit. Les coups ne sont pas venus cette nuit-là, et d'une certaine manière c'était pire. Le silence semblait menaçant, comme si les observateurs dans la forêt attendaient de voir ce qui allait se passer, ce que nous allions faire. Le lendemain matin, Elena a pris une décision. Elle a pris Beau et a marché jusqu'à la lisière des arbres, à un endroit d'où nous avions souvent entendu les coups. Et elle s'est simplement mise à parler, d'une voix claire, dans la forêt. Elle a dit que nous prenions soin de lui, que nous l'aimions, que nous essayions de le garder en sécurité, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait essayer de lui faire du mal, et que nous avions besoin d'aide, de protection. Nous ne savions pas s'il pouvait la comprendre, ne savions même pas si quelqu'un écoutait, mais elle est restée là longtemps, Beau sur sa hanche, faisant ses doux bourdonnements, et elle a parlé avec son cœur de la peur, de l'amour et de la terrible responsabilité que nous avions endossée. Quand elle est rentrée, son visage était empreint d'une sorte de détermination calme. « J'ai fait ce que j'ai pu », a-t-elle dit. « Le reste dépend d'eux. » Cet après-midi-là, j'étais dans la cabane en train d'aiguiser la hache quand j'ai entendu Elena crier. J'ai tout laissé tomber et j'ai sprinté vers la maison, mon esprit s'emplissant de possibilités terribles. Je suis entré en trombe et l'ai trouvée debout à la fenêtre de la cuisine, la main sur la bouche, pointant vers l'extérieur. J'ai regardé et j'ai vu Beau, debout au bord du jardin. Il avait dû comprendre comment déverrouiller la porte arrière. Il fixait quelque chose à la lisière des arbres. Mon premier réflexe a été de courir dehors pour le récupérer, mais Elena m'a attrapé le bras. « Attends », a-t-elle murmuré. « Attends et regarde. » J'ai regardé de plus près et j'ai vu ce qu'il avait fait crier. Debout, partiellement dissimulé derrière un grand cèdre, se trouvait une silhouette, grande, couverte de poils sombres, qui observait Beau avec la même intensité que Beau l'observait. Ils se sont regardés pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré qu'une minute ou deux. Puis Beau a levé sa petite main dans un geste qui ressemblait presque à un salut et a émis un son, un bourdonnement profond, suivi de 2 aboiements secs. La silhouette dans les arbres s'est redressée et je pouvais maintenant voir qu'elle était énorme, au moins 2,50 m, avec des épaules massives et de longs bras. Elle a répondu par un son plus doux, plus complexe, une série de sifflements et de bourdonnements. Beau a répondu avec ses propres sons, et j'ai réalisé avec un choc qu'il communiquait, que Beau connaissait d'une manière ou d'une autre cette langue, l'avait toujours connue, et la parlait maintenant avec une fluidité que nos mots enseignés ne pourraient jamais atteindre. L'échange a duré peut-être 1 minute de plus, puis la silhouette a reculé dans l'ombre et a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Beau s'est retourné et est revenu vers la maison en titubant. Quand il a franchi la porte, Elena l'a pris dans ses bras et l'a serré fort, pleurant doucement dans ses poils. Il lui a tapoté le visage avec ses petites mains, faisant des bourdonnements inquiets, essayant de la réconforter. Cette nuit-là, les coups sont revenus, mais cette fois, ils avaient une qualité différente, moins agressive, plus rythmée, presque conversationnelle. 3 coups, pause, 5 coups, longue pause, 2 coups. Et Beau, somnolent dans son panier, répondait avec ses propres sons, bourdonnant et cliquant dans son sommeil, tenant sa partie d'un dialogue que nous ne pouvions même pas commencer à comprendre. Les semaines suivantes furent tendues. Nous continuions de guetter les signes du chasseur ou de celui qui nous avait observés. Mais nous n'avons plus vu d'empreintes de bottes ni de mégots, n'avons trouvé aucun nouveau campement sur la propriété. Ce que nous avons vu, en revanche, ce sont davantage de gens de la forêt. C'est comme ça que nous avions commencé à les appeler en privé. Jamais en même temps,
jamais de près, mais nous apercevions des silhouettes, une silhouette se déplaçant entre les arbres au loin, une ombre trop grande et se déplaçant trop délibérément pour être un cerf. Une fois, très tôt le matin, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'en ai vu un assis sur la pile de bois, simplement assis là dans la lumière de l'aube, son souffle formant de la buée dans l'air froid face à la maison. Il n'a pas bougé, n'a pas fait de bruit, est resté assis là peut-être 10 minutes, puis s'est levé et s'est éloigné avec une grâce qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. Beau a continué à se développer de manière qui nous émerveillait et nous inquiétait à la fois. À ce que nous estimions être 6 mois, il était aussi avancé cognitivement et physiquement qu'un enfant humain de 3 ou 4 ans. Il pouvait marcher et courir, bien que sa démarche fût légèrement différente de celle d'un enfant humain, plus chaloupé, avec plus de poids sur l'extérieur de ses pieds. Il grimpait constamment. Nous le trouvions en haut des bibliothèques, suspendu aux poutres, une fois coincé dans l'espace entre le réfrigérateur et le plafond, nous regardant d'en haut avec une expression de pure malice, quand nous l'avons enfin trouvé après des minutes de recherche paniquée. Il était assez fort pour déplacer des meubles, ouvrir des bocaux, tourner des poignées de porte même quand nous avions installé des serrures qu'il n'aurait pas dû être capable de comprendre. Sa communication continuait de s'améliorer. Il avait peut-être 30 ou 40 mots maintenant, des mots courts et simples, et il pouvait les enchaîner pour former des phrases de base. Beaufin, aller dehors, maman triste. Mais il semblait préférer son propre langage, les sons et les gestes qui lui venaient plus naturellement, et nous avons appris à comprendre ce langage aussi. Les différentes tonalités et rythmes signifiaient différentes choses, et son langage corporel, la position de ses épaules, l'inclinaison de sa tête, la façon dont ses mains bougeaient, transmettaient autant que n'importe quel mot. Nous avons célébré son premier anniversaire, bien que nous n'ayons aucun moyen de savoir si nous avions correctement estimé son âge, avec un petit gâteau qu'Elena avait fait et un camion en bois que j'avais sculpté dans un morceau de cèdre. Beau était ravi, faisant des gazouillis joyeux et serrant le camion contre sa poitrine, puis essayant immédiatement de le démonter pour voir comment les roues étaient attachées. Il avait atteint la taille d'un enfant humain de 6 ans, trapu et puissant, ses poils plus épais et plus rêches, ses traits plus définis, et certainement plus simiesques en vieillissant. Mais ses yeux restaient étonnamment humains, intelligents, émotifs et expressifs. Il nous aimait tous les deux farouchement, nous apportait des choses qu'il trouvait, des pierres intéressantes, des pommes de pin ou une fois un scarabée vivant qu'il avait attrapé, les présentant fièrement comme des cadeaux. Et il nous cherchait pour se réconforter quand il était blessé ou effrayé, pressant son visage contre nos épaules et faisant de doux gémissements qui nous brisaient le cœur. Le monde extérieur commençait à sembler plus distant et irréel, comme un film que nous avions vu autrefois, mais dont nous nous souvenions à peine. Nous nous faisions livrer des provisions quand c'était possible, coordonnant les livraisons au portail, au bout de la longue allée pour ne pas avoir à aller en ville aussi souvent. Nous avons cessé de répondre aux appels de nos amis, laissé nos téléphones portables se décharger sans les recharger, nous sommes retirés plus complètement dans notre petite famille étrange. Je gardais parfois la radio allumée, écoutant les bulletins d'information qui semblaient venir d'une autre planète, conflits au Moyen-Orient, scandales politiques, potins de célébrités. Rien de tout cela n'avait d'importance, rien de tout cela ne nous touchait. Notre monde entier s'était réduit à 8 hectares de forêt et à un enfant extraordinaire qui n'aurait pas dû exister, mais qui existait. Puis, le chasseur est venu. C'était le début de l'automne, presque exactement 1 an après que nous ayons trouvé la mer de Beau. L'air avait cette même qualité vive et les feuilles commençaient à changer de couleur. Nous avions commencé à nous détendre un peu, pensant que la personne qui nous observait était peut-être partie, avait décidé que nous n'en valions pas la peine. Beau était dehors ce matin-là, Elena le surveillant depuis le porche pendant que j'étais à l'intérieur en train de faire du café.
Il adorait être dehors, passer des heures à explorer le jardin, à retourner les pierres pour regarder les insectes, à grimper aux plus petits arbres, à jeter des pierres dans le ruisseau. Il était devenu bon pour se taire quand nous le lui demandions, comprenant qu'il y avait des moments où le silence était important, où des étrangers pouvaient être proches. J'ai entendu le coup de feu avant de comprendre ce que c'était. Une détonation sèche qui a résonné contre les montagnes. J'ai vu le visage d'Elena blêmir. Je l'ai vu commencer à bouger avant que mon cerveau ne rattrape le coup. Et puis, je courais, la tasse de café tombant de ma main et se brisant sur le sol. Je suis sorti en trombe pour voir Beau à terre près de la pile de bois, Elena déjà à genoux à côté de lui. Il faisait des bruits horribles, des cris aigus et plaintifs que je n'avais jamais entendus de sa part, ses mains agrippant son épaule droite où du sang sombre se répandait sur sa fourrure. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» répétait Elena, ses mains voltant au-dessus de lui, essayant d'évaluer les dégâts pendant qu'il se débattait de douleur. J'ai regardé vers la lisière des arbres et je l'ai vu alors, un homme à une 50aine de mètres, partiellement dissimulé derrière un grand sapin de Douglas, portant une tenue de camouflage et tenant un fusil avec une lunette. Il nous regardait avec une expression de choc et autre chose, de justification peut-être, ou de triomphe, comme s'il avait eu raison sur quelque chose. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés et je l'ai vu commencer à relever le fusil, le pointant vers moi ou peut-être vers Elena et Beau, et quelque chose de primal a déferlé en moi, un mélange de rage et de terreur que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la bouche pour crier, bien que je ne sache pas ce que j'aurais dit. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion, car quelque chose d'énorme est sorti de la forêt derrière le chasseur, d'une rapidité et d'un silence impossible. Un instant, le chasseur nous visait, et l'instant d'après, il était au sol, le fusil volant de ses mains, et une silhouette était sur lui, une forme massive couverte de poils sombres. Le chasseur a commencé à hurler, un son encore pire que les cris de Beau, plein d'agonie et de terreur. D'autres silhouettes ont émergé des arbres. 3, 4, j'ai perdu le compte, toutes convergeant vers l'endroit où se trouvait le chasseur. Ces cris se sont arrêtés brusquement, et la forêt est devenue très silencieuse, à l'exception de quelques bruits humides, de déchirements qui m'ont soulevé l'estomac. « Marcus !» La voix d'Elena m'a sorti de ma paralysie. « Marcus, j'ai besoin de toi, aide-moi avec lui !» J'ai détourné les yeux de la lisière des arbres et je suis tombé à genoux à côté d'elle. Le sang de Beau était chaud et collant sur mes mains alors que je l'aidais à examiner la blessure. La balle avait touché le haut de son épaule droite, entre la clavicule et l'omoplate. Je ne pouvais pas dire si elle avait touché l'os ou si elle était passée à travers, mais il y avait beaucoup de sang. Trop de sang. Nous devions arrêter l'hémorragie, et vite. Elena agissait déjà en pilote automatique, déchirant le tissu de sa chemise pour faire un bandage compressif, son visage arborant ce masque professionnel que je connaissais si bien, mais je pouvais voir la terreur en dessous. C'était notre enfant, notre fils, et on lui avait tiré dessus, et tout ce que nous avions craint depuis le moment où nous avions décidé de le garder se réalisait. Nous l'avons rentré et l'avons mis sur la table de la cuisine. Les compétences vétérinaires d'Elena ont pris le dessus alors qu'elle travaillait à nettoyer et à évaluer la blessure, pendant que je maintenais Beau. Il était fort, même blessé et souffrant, et il se débattait, ne comprenant pas que nous essayions de l'aider, criant dans cette langue qui était la sienne, des sons que j'avais appris à associer à la douleur, à la peur et à « maman, maman, s'il te plaît ». La balle était passée à travers, ce qui était une bonne chose d'une certaine manière. Pas besoin de la retirer, mais la plaie de sortie était plus grande et plus sale que l'entrée, et il y avait des dommages aux muscles et probablement à l'omoplate. Elena a travaillé avec des mains sûres, nettoyant, suturant, pansant, utilisant la plupart de nos fournitures médicales. Et pendant tout ce temps, Beau pleurait et nous appelait, ses yeux révulsés par la douleur et la confusion.
Quand ce fut enfin terminé, quand le saignement s'est arrêté et qu'Elena lui a donné un analgésique en espérant qu'il agirait sur son système, nous l'avons enveloppé dans des couvertures et l'avons tenu tous les deux assis sur des chaises près de la table, nos mains sur lui, lui murmurant des paroles rassurantes pendant qu'il sombrait lentement, enfin dans un sommeil agité. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai regardé Elena et que j'ai dit « Le chasseur, on devrait aller voir ?» Elle m'a regardé avec des yeux plats et froids et a dit « Ils s'en sont occupés. Laissons ça. » Et je savais qu'elle avait raison. Quoi qu'il se soit passé là-bas dans la forêt, quoi que les gens de la forêt aient été faits à l'homme qui avait tiré sur leur petit, c'était une forme de justice, et nous n'avions ni le droit ni la raison d'interférer. Cette nuit-là, les coups sont venus plus forts et plus insistants que jamais, mais ils ne semblaient pas menaçants. C'était comme une question, comme s'ils demandaient s'il allait bien, si leur petit avait survécu. Elena est allée à la porte et l'a entr'ouverte, se tenant dans l'encadrement pour qu'on la voie. Et elle a crié « Il est blessé, mais il va vivre, on s'occupe de lui, il va s'en sortir !» Les coups ont cessé. Il y a eu un long moment de silence, puis un son est venu de la forêt. Un appel bas et plaintif auquel ont répondu d'autres appels de différentes directions. J'ai compris que c'était un mélange de chagrin et de soulagement, une complainte pour la violence qui avait touché leur jeune et une gratitude qu'il ait survécu. Mais Beau ne s'est pas remis comme nous l'espérions. La blessure elle-même semblait guérir. Elena changeait les pansements 2 fois par jour et les tissus avaient l'air sains, pas de signe d'infection au début. Mais sa fièvre ne tombait pas. Elle a grimpé régulièrement au cours du jour et de la nuit suivante. Et il est devenu moins réactif, dormant plus, mangeant moins, sa peau brûlante au toucher. Nous avons tout essayé. Compresses froides, antipyrétiques, antibiotiques de notre stock. Mais rien ne semblait aider. Son corps combattait quelque chose que nous ne pouvions ni voir ni mesurer, et lentement, terriblement, nous avons commencé à réaliser qu'il était en train de perdre le combat. Le 3e jour, Beau a à peine ouvert les yeux. Sa respiration était superficielle et rapide, son rythme cardiaque irrégulier. Et quand il nous regardait, il y avait de la confusion dans son regard, comme s'il ne reconnaissait pas vraiment où il était ni qui nous étions. Elena le tenait constamment, le berçant et chantant doucement, des chansons de son enfance qu'elle avait probablement imaginé chanter à un autre enfant dans une autre vie. Et j'étais assis à côté d'eux, ma main sur la petite poitrine de Beau, sentant le battement rapide de son cœur sous ma paume et lui ordonnant de continuer à battre, de continuer à se battre, de ne pas abandonner. Cette nuit-là, les gens de la forêt se sont approchés plus que jamais. Nous pouvions les entendre à l'extérieur de la maison, plusieurs voix émettant ces appels bas et plaintifs. Nous pouvions voir des ombres passer devant les fenêtres, et une fois, un visage s'est brièvement pressé contre la vitre, énorme, poilu et incroyablement triste, regardant la petite forme enveloppée dans des couvertures sur les genoux d'Elena, avant de se retirer dans l'obscurité. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il était en train de mourir. Et ils étaient venus pour témoigner, pour être présents de la manière qu'ils pouvaient. Juste avant l'aube, Beau a ouvert les yeux une dernière fois. Ils étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours, et concentrés et présents. Il a levé les yeux vers le visage d'Elena, puis le mien, et il a fait un son doux, presque un soupir, et il a dit, de cette voix pâteuse et épaisse que nous avions tant travaillé à l'aider à développer, « Ma... pas... aime ». 3 mots qui contenaient tout. Tout ce que nous avions été l'un pour l'autre, tout ce que nous avions essayé d'être, tout ce que nous n'avions pas réussi à le protéger. Et Elena a sangloté « Oui, mon bébé, on t'aime tellement !» Je ne pouvais pas parler, ma gorge était nouée et mes yeux me brûlaient, et tout ce que je pouvais faire, c'était tenir sa petite main dans la mienne et espérer qu'il savait, qu'il comprenait. Il a alors regardé vers la fenêtre, vers les visages que nous ne pouvions pas voir mais que nous savions être là, et il a émis un son du plus profond de sa poitrine, un de ces sons. Pas un mot humain,
mais quelque chose de cette autre langue qu'il n'avait jamais oubliée. Et de l'extérieur est venue une réponse, un chœur d'appel qui montait et descendait comme une chanson. Le visage de Beau s'est détendu, comme s'il avait entendu quelque chose qu'il avait besoin d'entendre, comme s'il savait qu'il n'était pas seul. Et puis ses yeux se sont fermés, sa poitrine s'est soulevée une dernière fois, et très doucement, il est parti. Le silence qui a suivi était absolu. Même les bruits de la forêt se sont arrêtés. Pas d'oiseaux, pas de vent, pas de bruissement, juste une immobilité terrible et lourde. Elena l'a tenu longtemps, se balançant d'avant en arrière, ne pleurant plus, le tenant simplement. Et j'étais assis à côté d'elle, ma main sur son corps qui refroidissait, et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi, quelque chose que je savais ne guérirait jamais correctement. Finalement, alors que la lumière commençait à poindre, j'ai entendu du mouvement, des pas feutrés autour de la maison, puis de nouveau ce même appel profond et plaintif, et j'ai su ce que nous devions faire. Nous avons soigneusement enveloppé Beau dans la couverture qu'il aimait, celle à rayures bleues, et nous l'avons porté dehors. Le soleil commençait tout juste à toucher la cime des arbres, peignant tout dans des tons d'or et de gris, et debout à la lisière de la clairière se trouvaient 4 d'entre eux, 3 adultes et un plus jeune, peut-être l'équivalent d'un adolescent. Ils se tenaient parfaitement immobiles, nous observant. Et quand nous avons commencé à marcher vers la forêt, vers l'endroit où nous avions enterré la mère de Beau 1 an auparavant, ils nous ont suivis, pas de près, mais à une distance respectueuse, un cortège funèbre des plus étranges. La tombe que nous avions faite pour sa mère était maintenant envahie par la végétation, mais les pierres que nous avions placées étaient toujours là, et nous avons déposé Beau à côté d'elle, dans la terre près de là où elle reposait. Cela semblait juste, comme si on fermait un cercle, la mère et l'enfant réunis dans la terre qui leur avait donné la vie. Nous l'avons enterré avec son camion en bois, celui que j'avais sculpté, et une petite photo de nous 3 qu'Elena avait prise pour le premier anniversaire de Beau, notre petite famille étrange, capturée dans un unique moment de bonheur. Pendant que nous travaillions, remplissant la tombe, les gens de la forêt se tenaient en un cercle lâche autour de nous, témoins silencieux. Et quand nous avons fini et placé de nouvelles pierres pour marquer l'endroit, ils ont commencé à chanter. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Un chœur de voix montant et descendant qui aurait pu être du chagrin, du souvenir, ou les deux. Cela a duré longtemps, et quand cela s'est finalement estompé, ils ont commencé à partir, un par un, se fondant à nouveau dans la forêt, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il était immense, plus grand que tous les autres. Ses poils étaient un mélange de brun foncé et de gris argenté, ses épaules massives, son visage buriné et marqué de cicatrices. Il s'est avancé lentement, et Elena et moi avons tenu bon, bien que chaque instinct nous criait de fuir. Il s'est arrêté à quelques mètres des tombes et les a regardées un long moment. Puis il a relevé la tête et nous a regardés, nous a vraiment regardés, et j'ai vu dans ses yeux le même chagrin dévastateur que je ressentais dans ma propre poitrine. La perte d'un enfant est une chose universelle. Elle transcende les espèces, la compréhension, tout ce qui pourrait nous diviser. Il s'est approché, assez près pour que je puisse le sentir, ce mélange de terre, de musc et de forêt, assez près pour que je puisse voir les cicatrices individuelles sur ses épaules et ses bras, de vieilles blessures d'une vie vécue durement et sauvagement. Il a tendu la main, se déplaçant lentement, nous laissant le temps de réagir ou de reculer, et il a posé une main massive sur l'épaule d'Elena, si doucement, avec un soin qui semblait impossible de la part de quelque chose d'aussi puissant. Elle a laissé échapper un sanglot étouffé et il a fait un doux grondement, presque un ronronnement, presque un réconfort. Puis il a touché mon épaule de la même manière, un geste qui disait quelque chose sans mots, quelque chose comme « je sais, je comprends, je partage cela avec vous ». Ses yeux étaient humides, il y avait certainement des larmes, captant la lumière du petit matin. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a levé la main vers sa propre épaule droite,
le même endroit où Beau avait été touché, et a tracé avec ses doigts le long de son bras, nous montrant où la blessure de son fils avait été, reconnaissant la violence qui avait été commise, se l'appropriant, s'en souvenant. Puis il s'est redressé de toute sa hauteur et son expression a changé. Le chagrin était toujours là, mais il était rejoint par autre chose, quelque chose de froid et de concentré. Il a regardé en arrière vers notre maison, visible à travers les arbres, puis au-delà vers le monde extérieur qui avait tué son enfant, et j'ai compris que ce n'était pas fini pour lui, que quelque part, il y avait des gens qui chassaient son espèce, qui les voyaient comme des trophées, des preuves ou des expériences scientifiques, et qu'il se souviendrait. Il a émis un son, bas et profond, que j'ai senti dans ma poitrine plus que je ne l'ai entendu, et de différentes directions sont venues des réponses. J'ai réalisé qu'ils étaient plus nombreux que je ne l'avais jamais imaginé, toute une communauté, tout un peuple, caché dans ces montagnes, survivant malgré tout. Et nous avions été autorisés à toucher les bords de leur monde pendant un bref instant, autorisés à aimer et à perdre un de leurs jeunes. Il s'est alors retourné et s'est éloigné, sans se presser, se déplaçant simplement avec ce silence et cette grâce impossible, retournant dans la forêt. Il s'est arrêté à la lisière de la clairière et a regardé en arrière une dernière fois. J'ai levé la main dans un petit salut, ne sachant que faire d'autre. Il a légèrement incliné la tête, peut-être un signe de tête, peut-être juste un mouvement, puis il a disparu. Et Elena et moi étions seuls avec les tombes, le soleil levant et le poids terrible de tout ce que nous avions traversé. Nous sommes restés à la maison une semaine de plus, fonctionnant à peine, faisant les gestes de la vie, mais tout semblait vide et sans but. Les coups avaient cessé, les offrandes avaient cessé, le sentiment d'être observé avait disparu. C'était comme s'ils avaient dit au revoir et étaient passés à autre chose, nous laissant à notre propre chagrin. Un matin, j'ai de nouveau trouvé des empreintes de bottes près du ruisseau et près d'elles des mégots. J'ai réalisé que le chasseur qui avait tiré sur Beau n'avait pas agi seul. Quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui savait ce qui s'était passé, qui pourrait revenir avec plus de gens, plus d'armes. Et soudain, la maison ne semblait plus sûre, ne semblait plus être la nôtre. Nous sommes partis par un froid matin d'octobre, chargeant ce que nous pouvions dans le camion et abandonnant le reste. J'ai fait une dernière promenade jusqu'aux tombes, laissant des fleurs sauvages que j'avais cueillies sur les 2 monticules, et leur promettant que je me souviendrais, que je n'oublierai jamais ce qu'ils m'avaient appris sur l'amour, la perte et les profondeurs cachées de ce monde que nous pensons comprendre. Alors que nous descendions la longue allée pour la dernière fois, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu une silhouette debout à la lisière des arbres, grande et immobile, nous regardant partir. Je ne pouvais pas dire si c'était le grand mâle ou quelqu'un d'autre, mais j'ai levé la main du volant dans un dernier adieu et la silhouette a levé un long bras en réponse. Puis, nous avons pris un virage et elle a disparu. Nous sommes retournés à Portland, avons essayé de reconstruire nos vies. J'ai repris mon travail d'ambulancier. Elena a finalement trouvé un poste dans une autre clinique vétérinaire. Nous avons dit aux gens que nous avions eu besoin de temps pour faire notre deuil après des pertes personnelles, ce qui était assez vrai pour qu'ils cessent de poser des questions. Nous avons déménagé dans un autre appartement, vendu la propriété de montagne par l'intermédiaire d'un agent immobilier sans jamais y retourner. Aucun de nous ne pouvait supporter d'y revenir, de parcourir ces sentiers sans entendre les gazouillis joyeux de Beau, de s'asseoir sur ce porche sans voir sa petite silhouette jouer dans le jardin. Le chagrin était énorme et compliqué. Comment faire le deuil d'un enfant dont le monde ignore l'existence? Comment expliquer le vide dans votre vie quand vous ne pouvez dire à personne ce qui le remplissait? Nous avons fait semblant, souri quand il le fallait, dit que nous allions bien quand les gens demandaient, mais nous étions creux. Nous étions nous-mêmes des fantômes. Les années ont passé, nous sommes restés ensemble, bien qu'il y ait eu des moments où il aurait été plus facile de se séparer.
quand le rappel de ce que nous avions partagé était trop douloureux à supporter. Mais nous avions traversé quelque chose qui nous liait d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Nous étions les deux seules personnes au monde à connaître la vérité, à porter ses souvenirs, à nous réveiller parfois au milieu de la nuit en cherchant un enfant qui n'était pas là. Nous n'avons jamais essayé d'avoir un autre bébé, n'en avons même jamais discuté. Comment le pourrions-nous? Comment un enfant humain pourrait-il jamais sembler suffisant après avoir connu et aimé ce que nous avions connu et aimé? Nous n'en parlons plus beaucoup, même entre nous. Mais parfois, tard dans la nuit, quand nous sommes tous les deux éveillés et que la ville est silencieuse, l'un de nous dira « Tu te souviens quand il a dit son premier mot ?» ou « Tu te souviens comment il bourdonnait en s'endormant ?» Et l'autre répondra « Oui, je me souviens. » Et nous nous tiendrons la main dans l'obscurité et laisserons les souvenirs nous envahir, douloureux et précieux à la fois. J'ai gardé le morceau de bois dans lequel j'avais sculpté le camion. Je l'ai toujours dans mon atelier. Et Elena a gardé la couverture lavée et pliée au fond d'un tiroir qu'elle n'ouvre jamais, mais qu'elle ne peut se résoudre à jeter. Parfois, je me demande s'il a compris à la fin que nous l'aimions, que nous avions fait de notre mieux, que nous aurions tout fait pour le sauver. Je me demande si son peuple se souvient de nous, s'il raconte des histoires sur les deux humains qui ont recueilli leurs petits, ou si nous ne sommes qu'une note de bas de page dans leur histoire, une tragédie de plus dans une longue lignée de rencontres avec notre espèce. Je me demande si ce grand mâle est toujours là-bas, s'il pense encore au fils qu'il a perdu et à l'étrange couple qu'il a, enterré avec soin et chagrin. J'espère qu'il sait que nous ne les avons jamais trahis, que nous n'avons jamais dit à personne ce que nous avions vu et vécu, que leur secret est resté avec nous et mourra avec nous. Ce que je sais avec certitude, c'est que lorsque mon heure viendra, lorsque je serai allongé dans un lit d'hôpital ou ailleurs, la dernière chose que je verrai dans mon esprit ne sera pas mon enfance, mon mariage ou les vies que j'ai sauvées. Ce sera le visage de Beau, ce visage étrange et magnifique, me regardant avec confiance et amour, disant « Ma, pa, aime » de sa voix épaisse. Et je saurai que j'ai eu de la chance, que malgré le chagrin, la perte et le poids de ce secret, j'ai pu être père pendant un petit moment. J'ai pu aimer quelqu'un complètement et être aimé en retour. Et ça compte. Ça veut dire quelque chose, même si le monde entier ne saura jamais que c'est arrivé. Parfois, Elena et moi montons dans les montagnes, pas vers notre ancienne propriété, mais vers d'autres endroits sauvages. Nous nous garons, nous nous promenons dans la forêt et nous nous asseyons simplement en silence, à l'écoute, espérant peut-être entendre ce coup ou cet appel distinctif, espérant un signe qu'ils sont toujours là, qu'ils survivent encore dans les espaces cachés que le monde moderne n'a pas encore détruits. Nous ne l'entendons jamais. La forêt reste silencieuse, à l'exception des bruits normaux, oiseaux, vents et petits animaux. Mais de temps en temps, j'ai cette sensation de picotement dans la nuque, ce sentiment d'être observé. Je lève les yeux vers les arbres, ou vers une cavité sombre entre les rochers, et je crois voir quelque chose, une forme qui est presque, mais pas tout à fait humaine, un visage qui me regarde, avec des yeux intelligents. Et puis, je cligne des yeux, et c'est parti, si jamais c'était là. Les gens me demandent parfois si je crois au Bigfoot, surtout quand quelqu'un aborde le sujet au travail ou en société. Ils s'attendent à ce que je rie, que je rejette l'idée ou que je fasse une blague sur les photos floues et les canulars. Au lieu de ça, je dis simplement « Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne comprenons pas. » Et j'en reste là. Car comment leur expliquer que « croire » n'est pas le bon mot? Que je ne crois pas, je sais. J'ai tenu leurs petits dans mes bras, j'ai entendu leur voix dans le noir, je me suis tenu devant une tombe avec l'un d'eux et j'ai partagé un chagrin qui transcendait la langue et l'espèce. Ils sont réels, ils sont là, ils sont un peuple à part entière, un peuple avec des familles, du chagrin, de l'amour et toutes les émotions complexes que nous pensons nous appartenir en exclusivité.
Et ils nous observent, nous jugent, essayant de survivre dans un monde qui les détruirait s'ils savaient qu'ils existaient. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être qu'ils sont mieux cachés, mieux en tant que sujet de blagues, de canulars et de photos floues. Parce que si le monde prouvait un jour qu'ils sont réels, je sais ce qui arriverait. J'ai vu ce que les humains font aux choses qu'ils ne comprennent pas. Alors je garde le secret. Elena garde le secret. Et nous continuons à vivre nos vies avec cette chose énorme assise au centre de nous, invisible pour tous les autres. Nous sommes doués pour faire semblant maintenant, doués pour sourire et agir normalement, doués pour cacher le fait que nous sommes changés à jamais, marqués pour toujours par ces mois où nous sommes sortis du monde humain pour entrer dans quelque chose de plus ancien, de plus sauvage et de plus réel que tout ce que nous avions jamais connu. Nous sommes les parents d'un enfant qui n'a jamais existé dans aucun registre officiel. Nous avons enterré notre fils sous des pierres et des aiguilles de pin dans une tombe forestière que personne d'autre ne visitera jamais. Et nous le portons toujours avec nous, dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans la façon dont nous voyons le monde maintenant, avec des yeux qui savent qu'il y a plus que ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et c'est assez. Il le faut bien. Parce que c'est tout ce que nous avons.